L'information sur Camnews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. 1,5 milliard de francs CFA, un souffle nouveau pour la chaîne du don de sang au Cameroun. Le Centre national de transfusion sanguine reçoit un renfort financier pour combler le déficit de 400 000 poches de sang. Les détails dans ce journal. Yaoundé ouvre le champ de la réflexion et de l'action vers les femmes rurales, véritable acteur de développement de l'Afrique plus dynamique. C'est la trame du deuxième salon africain consacré à la femme rurale qui s'est ouvert hier à Yaoundé. Les enjeux et les objectifs dans cette édition d'information. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun et merci de nous préférer. Et je vous l'annonçais en titre, une bouffée d'oxygène pour le Centre national de transfusion sanguine. Après des mois de plaidoyer, le budget de la structure connaît une majoration, 1,5 milliard de francs CFA annoncé pour combler le déficit estimé à 400 000 poches de sang dans les hôpitaux. Janine Wanchouan. Des années déjà que le comité de gestion du Centre national de transfusion sanguine crie son mal-être quant à la situation du don de sang au Cameroun. Selon les estimations, le déficit en poche de sang dans les hôpitaux est de 400 000 et il fallait plus de moyens pour combler ce gap. Le plaidoyer pour des financements supplémentaires a fait mouche. Annonce faite lors de cette 8e session ordinaire, présidée par le professeur Tétanié Ekoué. La tutelle financière, le ministère des Finances, la tutelle technique, le ministère de la Santé, ont été sensibles et ont permis que cette année, nous puissions atteindre un collectif budgétaire qui sera appréciable et qui sera de l'ordre de 1 milliard 500 millions, plus de 500 millions de francs CFA. Côté bilan, le rapport fait état de ce qu'avec les moyens disponibles, l'équipe en place a pu abattre un travail considérable sous la direction du professeur Dorambania, un travail en nette progression par rapport à 2024. Nous sommes fiers de voir que Madame le directeur général et son équipe ont pu collecter 165 000 poches de sang, plus de ça. Et comparé à 158 000 l'année dernière. Outre sa tutelle, le comité de gestion a aussi exprimé sa reconnaissance aux missions diplomatiques qui soutiennent l'œuvre du CNTS par leurs dons, notamment l'ambassade de France via le projet accélérateur, ainsi que des initiatives indépendantes qui apportent du leur afin d'assurer une quantité de sang suffisante à la population. Infrastructure, environ 60 milliards de francs CFA pour financer des projets au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel PIM 2025-2027 de l'Union européenne. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégrité régionale au sein de l'Afrique centrale. Ghislain Kounga, dites-vous. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union
européenne, sous forme de dons et d'appui budgétaire, vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable, avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multi-annuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Parlons de toute autre chose. La deuxième région militaire interarmée a un nouvel homme à sa tête. Le général de brigade Ngolongomba Toby Gabriel prend le commandement en remplacement du général de brigade BTP Benoît. Une cérémonie de passation qui a été l'occasion pour le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense de frapper du poing sur la table contre les dérives de certaines brebis galeuses, mais aussi pour le respect de l'intégrité des forces de défense et de sécurité. Voyons tout cela dans ce reportage de Cédric Ndeng. Les corps en tenue doivent respecter les populations civiles. Nous y veillons. Même la pluie battante n'aura pas réussi à refroidir Joseph Beti à Somo, qui n'y sera pas allé avec le dos de la cuillère. Je voudrais également, mon général, vous demander de maintenir la discipline, je l'ai dit, mais ne tolérer à aucun moment les incivilités des civils contre les hommes en tenue. Il faudrait avoir la main ferme là-dessus. Une mise au point qui arrive avec la cérémonie d'installation des nouveaux membres de la deuxième région militaire interarmée, nommée par décret présidentiel le 15 juillet dernier. Le général de brigade Eba Bed Benoît quitte la deuxième région militaire interarmée et va poursuivre sa carrière au niveau central à Yaoundé et plus précisément aux hautes fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air. Le général Eba, à la tête de cette région militaire depuis 2019, passe donc le commandement à un autre. Monsieur le général de brigade Ngolongomba Toby Gabriel, vous pouvez, à juste titre, éprouver une légitime fierté suite à votre récente double promotion tour à tour comme général de brigade, puis comme commandant de la Rémia 2. Une cérémonie au cours de laquelle le ministre délégué à la présidence en charge de la défense aura de nouveau insisté sur la nécessité de maintenir, voire de renforcer, le lien armée-nation. Je leur demande d'être disciplinés, de respecter le civil. Le lien armée-nation nous le commande. On ne peut pas être d'un corps en tenue sans avoir la collaboration des civils et compter avoir des résultats dans le travail qu'on fait. Des nominations qui interviennent dans un contexte sécuritaire rendu un peu plus délicat à l'approche des grands rendez-vous électoraux. Parlons d'emploi et de formation professionnelle. Les jeunes invités à s'orienter vers des filières porteuses pour une insertion professionnelle harmonieuse. Message du ministre Mounouna Futsu qui procédait à Bafoussam au lancement régional du programme Orientation, Information, Emploi, Vacances Jeunes, en abrégé Offert Jeunes. Le détail avec Jean de Dieu Coin. Face au chômage ambiant des jeunes, le programme Offert Jeunes, entendez orientation, formation, emploi, vacances jeunes, initié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, constitue une initiative gouvernementale ambitieuse pour favoriser l'employabilité des jeunes. Tous les jeunes puissent accéder à cette plateforme en présentiel à travers ces carrefours de métiers et ces journées portes ouvertes des centres de formation professionnelle, mais également en ligne sur le portail Emploi Jeunes, afin que pendant cette période de vacances où la communauté éducative, les parents, les jeunes eux-mêmes
qui sont en transition cherchent une bonne orientation dans une filière porteuse. Ce programme est organisé autour de 2 axes, à savoir les bureaux d'emploi municipaux et les chantiers IMO. Le programme s'appuie ainsi sur une vision inclusive et pragmatique de l'insertion professionnelle. En procédant au lancement officiel dans la région de l'Ouest, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle par intérim, Mounouna Foutsou, a saisi cette occasion pour remettre aux magistrats municipaux de la région de l'Ouest des chèques ainsi que des kits aux délégués départementaux. Très content, nous venons de recevoir un chèque de 1 million de francs qui vont être utilisés pour payer des enfants dans des travaux IMO. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle par intérim, Mounouna Foutsou, a également eu une réunion de prise de contact avec ses collaborateurs de la région de l'Ouest, réunion au cours de laquelle une minute du civisme a été enseignée. Nous vous l'annoncions en titre, la 2e édition du SAFER, le Salon africain de la femme rurale, s'est ouvert officiellement hier mardi au Musée national de Yaoundé. L'exposition 4 jours ambitionne d'accompagner les femmes rurales africaines dans l'accès au financement et dans la transformation locale de leurs produits. Une opération qui permettra aussi de créer de la valeur ajoutée, de bénéficier de substantiels avec l'ouverture du marché unique africain. Les enjeux avec Luc Bienvenu-Onana. Les résultats de plusieurs études réalisées en milieu rural en Afrique sont clairs. La femme rurale est une force de production malheureusement dépourvue de moyens pour atteindre les résultats escomptés. C'est l'un des sujets au centre de la 2e édition du SAFER. L'important de ce salon, c'est de montrer le dynamisme, la valeur de la femme rurale, de faire comprendre que la femme rurale doit participer à l'économie de ce pays. Au cours des échanges de Yaoundé, où sont attendus plus de 400 participantes venant de 44 pays du continent, il sera question de la transformation locale qui est un moyen pour les femmes rurales d'être bien rémunérées et aussi de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, deux phénomènes qui impactent les activités agricoles, pastorales et même halieutiques. Cultiver en bio les produits. Et ces produits-là, on va les transformer. En transformant, on va essayer de se lancer dans le marché mondial. Encourager les autres femmes à vraiment nous rejoindre. On veut être des modèles des femmes africaines. Jusqu'au 29 août, l'événement va donner à voir et à entendre par le biais d'une foire exposition, des tables rondes ainsi que des rencontres B2B. Intéressons-nous ce soir, mesdames, messieurs, aux infrastructures et du développement pour parler de la ville de Bachéo, dans la région du Nord, qui se réinvente grâce à des initiatives ambitieuses qui transforment son visage et améliorent sa qualité de vie. Un modèle de gestion efficace et d'innovation pour un avenir prometteur. Boubacar Adam. Bienvenue à Bachéo, une commune dynamique située dans le département de la Benue, région du Nord. L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour cette municipalité en pleine transformation qui s'engage résolument vers un avenir prometteur. En 2025, Bachéo se dote de nouvelles ambitions grâce à plusieurs initiatives stratégiques. La commune a su transformer son infrastructure routière et hydraulique tout en promouvant l'éducation et en renforçant l'accès aux soins de santé. Au cours de l'année 2024, 40 projets budgétisés ont été exécutés avec succès, témoignant d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Un bilan impressionnant présenté lors de la session extraordinaire du conseil municipal du 28 mars dernier, salué par l'ensemble de la population. Sur le terrain, à l'œil nu, Bachéo est en train de se développer. Je tire un coup de chapeau à cette occasion à l'exécutif communal et particulièrement à M. le maire. Le rapport annuel de la commune révèle un taux d'exécution exceptionnel de 93,15%. Un résultat qui ne passe pas inaperçu auprès de la tutelle et des partenaires qui ont exprimé leur soutien indéfectible à l'exécutif municipal. Je tiens à vous dire que c'est une constante au niveau de la commune de Bachéo. Depuis pratiquement 8 ans, les taux de réalisation de la commune à l'occasion de comptes de gestion du maire et du référent municipal ont été toujours au-delà de 90%. Ça prouve combien de fois l'exécutif applique les textes à la lettre et est très bien accompagné par les partenaires, les autorités administratives et les sectorielles. Je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que
La commune de Bachéo respecte à la lettre les consignes qui sont mentionnées dans la lettre circulaire conjointe Mine-Deven-Mine-Fi qui encadre la préparation des budgets communaux. Donc, dès qu'on respecte ces consignes, on a forcément un budget réaliste. Et comme c'est un travail d'équipe, dès que chaque maillon joue son rôle, le résultat est là. Bachéo a été sélectionné parmi les communes bénéficiaires du projet Prologue avec une enveloppe généreuse de plus de 174 millions de francs CFA. De plus, le fonds routier a octroyé 80 millions de francs CFA à cette commune. Ces investissements sont autant d'opportunités pour renforcer le développement économique et local et améliorer la qualité de vie des citoyens. Bachéo s'affirme ainsi comme un exemple de bonne gestion et d'innovation au service des habitants. Focus ce soir sur le whisky en sachet qui a le vent en poupe au Cameroun, pourtant interdit de vente depuis près de 10 ans. Plusieurs variétés, autant pour moi, abondent plutôt sur le marché au grand bonheur des consommateurs. Suivons le constat fait par Sylvestre Messi. Il est environ 12 heures. Sous un soleil d'aplomb, ces jeunes visiblement mineurs dégustent avec appétit un sachet de whisky de 43 degrés d'alcool made in Cameroun. Comme lui, de nombreux consommateurs en raffolent. Il prend au moins 4 par jour. Matin, il prend 2. À partir du soir, il prend 2. Il dosé 3 sachets là-dedans parce que la moyenne n'est pas très forte. Sa capacité, c'est virgule 65, c'est petit pour moi. Sur le marché, près d'une dizaine de variétés de ces petits sachets ont ravi la vedette au whisky en bouteille et à plusieurs boissons alcoolisées. Par jour, Jean-Michel écoule plus de 200 sachets de ce produit. Paquet au moins c'est 8 cartons en paquet. En carton au moins 10 cartons. Oui. Par jour? Oui, oui. Un paquet peut contenir combien de 20 sachets à l'intérieur, c'est 1600. Si tu as ton 500, tu prends 5 non, tu saules bien. Mais la bière sauf que tu as 700, mais ça, même 300, tu vas saouler. Tu es net avec les gens qui boivent la bière. Dans le milieu des consommateurs, le produit qui a pris pour nom de code Big Bleu, Frappant ou encore Tchoum est devenu une sorte de thérapie. Et quand je bois le ketchup comme ça, c'est quand j'ai les nerfs. Quand je suis énervé comme ça, je prends ça pour baisser un peu les nerfs, pour oublier certaines choses. Mon sachet, c'est trop efficace. Ça me lève le mental. Voilà. Dès que quand je prends, je suis fier. Parce que c'est le seul whisky qui coûte moins cher sur le marché. Avec 100 francs, tu as un whisky, avec 100 francs, tu peux saouler. Parce que le moins cher coûte parfois cher avec des conséquences néfastes sur la santé, beaucoup préfèrent ne pas passer à côté de ces sachets. Moi, je ne peux pas prendre parce que c'est un whisky ferraté. Par contre, moi, je prends du bon whisky, consomme du bon whisky. Depuis 2014, la vente de whisky en sachet est proscrite au Cameroun, mais les producteurs, les commerçants et les consommateurs semblent indifférents. Le marché du whisky en sachet a plutôt le vent en poupe. Au-delà des frontières camerounaises, Donald Trump a accentué sa campagne de reprise en main de la Banque centrale des États-Unis en abrégé fait en voulant limoger une gouverneure, augurant un conflit juridique et jetant le doute sur la crédibilité future de cette institution centrale pour l'économie américaine. Les explications de Sonia Didi, correspondant de France 24 à Washington. Oui, c'est vraiment une décision sans précédent qui intensifie cette bataille entre le président américain et la Fed. Donald Trump, donc, qui dans une lettre qu'il a publiée sur son réseau Truth Social, eh bien, a écrit à Lisa Cook, qui est la première femme afro-américaine à un poste de gouverneur de la Fed, et il lui a dit qu'elle était limogée avec effet immédiat. Il accuse notamment de fraude en ce qui concerne un prêt immobilier, mais celle-ci a très rapidement répondu
répondu en disant qu'elle ne quitterait pas son travail, que l'action de Donald Trump était illégale, et il y a peu, son avocat s'est exprimé dans les médias américains et il a assuré qu'il allait qu'il allait poursuivre l'administration Trump et que c'était en effet une action illégale selon lui. C'est en tout cas une action qui inquiète beaucoup une partie de l'Amérique. La Fed est l'une des dernières institutions qui est indépendante ici à Washington, et une partie des Américains accuse le président de dérive autoritaire. Dérive autoritaire, est-ce qu'il est revenu justement il y a une réunion en ce moment donc de Donald Trump et de son cabinet, est-il revenu sur les menaces d'envoyer la garde nationale à New York ou encore à Chicago, Sonia? Tout à fait. Il vient de s'exprimer il y a peu sur le sujet. Donald Trump qui a déployé la garde nationale ici dans la capitale américaine, une garde nationale qui est désormais armée depuis dimanche, et il a de nouveau menacé d'envoyer des gardes nationaux à New York ou encore à Chicago. Il a notamment dit que s'il n'avait pas envoyé la garde nationale à Los Angeles récemment, jamais n'aurait pu se tenir les Jeux Olympiques. Il a répété qu'il n'était pas un dictateur, conscient des accusations de ses opposants. Et puis il y a une séquence assez étonnante, très finalement révélatrice de l'atmosphère en ce moment à la Maison Blanche. C'est une journaliste qui a pris la parole, une journaliste d'un média NTN américain qui est basé ici aux États-Unis et qui en fait racontait son histoire, qui a raconté avoir été elle-même victime d'une agression et la personne qui l'a agressée avait une arme, et Donald Trump lui a donc donné la parole pour qu'elle raconte son histoire. Elle a remercié le président américain pour son action contre le crime, et donc Donald Trump a utilisé son exemple pour montrer qu'il avait selon lui raison de combattre le crime à Washington de cette façon, notamment avec le déploiement de la garde nationale. Nous disons merci à Sonia Tridi et toute son équipe de France 24 du côté de Washington pour cet élément. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information du soir de ce 27 août 2025 sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à tous.